voir tous les chemins de transport, toutes les voies de transport en Europe couvertes par de la 5G, notamment pour répondre aux problèmes des automobiles connectées qui ont été discutés par le précédent speaker. Alors justement, je vais tout de suite demander l'avis d'un opérateur. Est-ce que ce calendrier vous paraît crédible, faisable? Alors, il y aura effectivement la capacité à faire au bout d'un moment sur un certain nombre de briques, parce que la 5G, c'est un puzzle. C'est effectivement, vous l'avez bien dit, pas qu'un accès radio, mais c'est un cœur de réseau qui est complètement transformé. Et donc, c'est des investissements qui sont quand même colossaux. Donc, la première question que nous, on va se poser, c'est celle qu'on vient de se poser là, c'est est-ce qu'on a un marché pour aller livrer des services et monétiser de la 5G avant de la lancer? Parce que alors, on est tous un peu techos aussi, donc le fait de la lancer, pour la lancer, il y a un côté excitation intellectuelle, mais le vrai sujet quand même, c'est quel service, pour quel client, comment on est capable de faire, de façon quand même suffisamment large pour que ça fasse du sens. Donc, on aura beaucoup d'expérimentation, de proof of concept, on aura beaucoup de choses. Je pense que 2020, c'est la date à laquelle on peut avoir quand même quelque chose qui commence à devenir massif. Quand un industriel vient vous voir et vous dit j'ai 15 usines et je voudrais faire ça, il faut qu'on soit capable de couvrir les 15 usines parce que sinon lui ça ne l'intéresse pas. Donc je pense qu'on aura effectivement des constructeurs avec qui on travaille et un certain nombre d'éléments et on pourra en 2020 tester un certain nombre de choses. On pourra, je pense, en 2020 sortir une offre commerciale. Il faut quand même qu'on travaille pour que ça soit fait en cohérence avec ce qu'on a en 4G pour que on puisse avoir des choses qui soient évolutives, quelquefois en rupture. Sur des sujets particuliers, on pourra ou on ne pourra pas, mais qu'on soit capable d'emmener avec nous toute la population, d'emmener avec nous tous nos clients dans un discours commercial audible, clair, qui apporte de la valeur, qui est rassurant. Voilà. Donc tout ce travail, il est à faire. C'est important qu'on puisse le faire. L'évolution de nos réseaux a commencé, enfin, sur les cœurs de réseau, la virtualisation des fonctions du réseau, tout ça, c'est des choses qui sont la partie immergée de l'iceberg qui démarre et qui nécessite beaucoup d'investissement. Ça nécessite aussi qu'on soit capable de faire des choses de façon économique en termes d'énergie, etc. Parce que si on a 10 fois plus, 20 fois plus, 30 fois plus de données qui sont transportées, c'est juste pas tenable. Et puis qu'on travaille sur quelle monétisation, quel nouveau service. Donc on va être poussé par des événements de toute façon dans le monde, des éléments sportifs. Alors on se pose la question, mais le foot quand même ça fait beaucoup. Hein. Et donc on va avoir effectivement, je crois, une compétition de ballon rond en 2018 ou 2020. Et puis il va y avoir les Jeux Olympiques d'été, les Jeux Olympiques d'hiver. Donc forcément, il faudra dire c'est de la 5G. Voilà, sûr. Et je pense qu'il ne faut pas s'empêcher d'eux, il faut faire. Maintenant, c'est un puzzle, donc on va avoir le côté débit super puissant dans un stade très localisé avec des gens qui regardent la même chose au même moment, etc. Donc c'est quand même très spécifique. On va avoir comme ça des morceaux, on va avoir le last mile qui peut être utilisé, testé après la fibre, et Verizon peut faire des choses de plus en plus, et puis au bout d'un moment, on aura comblé tous les trous du puzzle, et puis on aura une jolie image et une jolie histoire à raconter à nos clients. Donc je pense qu'il faut que ça soit progressif, sinon on n'y arrivera pas. Il faut qu'on soit capable effectivement d'aller avoir des services emblématiques qui soient capables de donner du sens. Il faut qu'on travaille sur la monétisation. Je suis d'accord avec vous, celle de la 4G est compliquée. C'est encore des investissements qui sont colossaux, alors que les investissements 4G aujourd'hui le sont encore. Alors en France, on les continue, il y a encore beaucoup de choses à faire, et on les démarre dans beaucoup de géographies. Et donc si on veut réussir à le faire vite, et en Europe et en France, à le faire bien pour pouvoir leader le marché, influencer la norme, influencer la façon dont ça s'opère, il faut effectivement des capacités d'investissement qui sont quand même importantes. Alors, je passe la parole tout de suite à Ulrich Refus, puisque vous êtes Head of Spectrum chez Nokia Networks. Donc, on a très envie d'avoir l'écho d'un équipementier. Est-ce que pour vous, les technologies vont être prêtes pour 2020? Alors, je précise que vous comprenez très bien le français, mais vous allez vous exprimer en anglais. Yeah, thank you very much. So we are massively working on making the technology ready by 2020 for 5G. I think we've heard quite a bit of a vision what 5G can be good for. I think we see a lot of these trends already on 4G, that increasingly services that used to have
own radio solutions, look into what can 4G do for them, what can 5G do for them. One example may be broadcast. One example may be public safety networks. Another example may be this narrowband IoT developments that we see, which goes into this massive machine type, communication type of connectivity targeted also in 5G. So there are many of these trends visible today. I think one big question really is, where do the revenue streams then come from that then justify the investments that are required? So we massively invest into this technology development. As usual, the chip side technology evolution helps us, so Moore's law still prevails. We can put more and more horsepower in terms of computation into the systems, making them more performant in terms of the high bandwidth required, in terms of the low latency, which requires very fast processing again required, also driving down the cost for devices. In these 3GPP technologies now, more chips, I've seen a figure for 2015, more chips have been sold in 3GPP technology than in Wi-Fi. While there's more complexity certainly in mobile communication, 2G, 3G, 4G implementation than in Wi-Fi, even now the number of chips seems to outpace the number of Wi-Fi chips. Increasingly, sectors look into these capabilities. So for instance, here we're using wireless microphones. We now have a project in Germany together with some manufacturers looking into PMSE solutions over 4G, over 5G. If you have a millisecond latency over the air interface, you can do the 3 milliseconds round trip delay microphone through the mixing desk back into the in-ear wireless monitor, for instance. If you have hundreds of megabits, you can do the camera systems wirelessly. So with this big set of performance requirements in very diverse directions that 5G is supposed to meet, lots and lots of applications can actually use 5G technology and can use 5G networks. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les fréquences, le travail qui reste à faire, notamment pour les bandes hautes? Yeah, so that's maybe my favorite topic anyway. Thanks. I think in Europe we are on a pretty good path. So recently the RSPG, and Phil Marnick is here, has published their opinion on where 5G bands can be made available. And I think in Europe we have this unique opportunity compared to other regions that we have a band in the UHF range, so at a rather low frequency band available at the right point in time. So it has been assigned in France and in Germany, recently in Finland already, and can be used for 4G services, but it can certainly be used then for 5G services. In most of the countries, it will only become really available to the market on a national scale, including the border ranges, whatever, close to that 2020 date, so maybe 2018, 2019, 2020. And that's certainly not the band to provide the huge bandwidths. So it will be rather an evolutionary step, providing maybe with rather similar network layouts and similar technology, the very low latency, high reliability, large area coverage, and whatever 5G services will require coverage, will require mobility, and this comes, well, towards the connected cars, towards the smart meters distributed in the area, maybe the smart plaster stone that reports the occupancy of a parking lot in the street. So you can think of many, many applications that require that area coverage that can reside on 700 megahertz 5G solutions. And I think there Europe really even has an advantage over other regions. And maybe these are also the services that bring the additional revenue streams to the business, maybe more than just smarter and faster smartphones. Then we have a band range 3.4 to 3.8 gigahertz identified for as a pioneer band for 5G, which is not massively used in Europe at the moment. So that's another big opportunity where we can really build very large carrier bandwidth, so 100 megahertz, for instance, so significantly larger than in LTE, that then provide much higher bandwidths, and that still can be deployed on where we have in cities these grids today for 1800 megahertz, 2100 megahertz, 26 megahertz. So the 3G, 4G bands today
where there is site infrastructure, where there are backhaul links to those sites and so forth. So again, with a reasonable investment like in the 700 megahertz range, where we can build on the existing 900, 800 megahertz grids, we can build on these existing capacity grids in cities. So that makes it quite reasonable, I think, from an investment side to drive that eMBB application side. And then on top of that, it had been identified this range 24.25 to 27.5 gigahertz. So that's a huge step upwards on the frequency scale, bringing quite some challenges in terms of propagation and so forth, but bringing the big opportunity of even larger bandwidths, so carrier bandwidths of many hundred megahertz, maybe even gigahertzes. So a step into this close to millimetric or millimetric wave range solutions, where then we can really play massive MIMO. So as the wavelengths become small, antenna structures become small, so many antennas can be integrated even into a mobile device, where now we are limited basically to 2 antennas in a smartphone. That's the typical number for 3G and 4G. So there can be 64 or more antennas in a smartphone. There can be many, many antennas on the base station side, giving much higher spectral efficiency by massive use of additional technology, additional computational horsepower, which comes from the advancements in the silicon technology. So we have that triple of bands, I think, which is required, let's say, visible. There's lots of work to do still. 700 megahertz conversion is, well, promoted very much by the Commission, and I think, has it been yesterday, the trilogue in Strasbourg, between Parliament, Council, and the Commission to agree on the UHF decision. We have lots of work to do in terms of defragmenting this range 3.4 to 3.8. There are existing licenses in place for broadband wireless access. There are some satellite services where some sharing solutions need to be discussed. So plenty of work to do, but I think on a good track, and maybe even less visibility on the exact portion of the high band, around 25 gigahertz. But I think that the political target setting is right, and it looks, if we really put the efforts into that Europe can have the bands in place and hopefully assigned by agencies like ANFR in 2020 to really allow for commercial deployments of 5G. Alors justement, peut-être vous pouvez réagir, Bernard Barani, sur cette question des fréquences. Voilà, je crois que, d'abord merci beaucoup, je crois que sur la définition des bandes dites pionnières, un grand nombre de choses ont été dites par Ulrich Rehfuss, qui a défini ce que sont aujourd'hui les propositions pour ces bandes dites pionnières, pour lesquelles on voudrait avoir des résultats d'utilisation possibles d'ici 2018. D'abord, un commentaire sur les bandes de fréquences en général. La discussion qu'on a eue sur ces bandes pionnières sur les mois précédents prouve qu'en Europe, quand on veut aller vite, on peut aller vite. On peut faire des choses au niveau européen, coordonnées et efficaces. Si je me souviens de l'état de la discussion en avril dernier, il n'y avait quasiment aucune vue sur ce sujet. En quelques mois, on a réussi à avoir une opinion du RSPG qui s'est... et vraiment là, on remercie tous les efforts qui ont été faits par le RSPG pour amener à cette opinion qui a été mise à disposition de la Commission le 8 novembre, si je me souviens bien, et avec laquelle maintenant on a un calendrier clair ou une focalisation claire sur les bandes à considérer en priorité sur la période à venir pour catalyser ou pour promouvoir le déploiement de la 5G. Alors, en termes de choses qui restent à faire, peut-être un mot sur le mandat à la CEPT qui a été discuté, je crois que c'était le 7 décembre dernier. On est arrivé à discuter avec le Radio Spectrum Committee, qui est un groupe additionnel de conseil auprès de la Commission. Le mandat, en fait, poursuit et étend l'opinion sur les bandes pionnières en donnant une feuille de route à la CEPT pour harmoniser ces bandes, celles qui ne sont pas déjà harmonisées, il y en a un certain nombre qui sont déjà harmonisées, et pour définir les conditions d'utilisation de ces bandes en termes d'interférences dans les canaux adjacents, enfin toutes les caractéristiques spectrales qui permettent de définir ce qu'on appelle au niveau de la réglementation européenne les block edge masks, c'est-à-dire les masques dans lesquels
les formes d'ondes doivent opérer pour être déployées de manière opérationnelle. Donc ce mandat va nous permettre, encore une fois, d'avancer avec la CEPT. Le calendrier qui a été défini, c'est pour des délivrables en 2018. Donc d'ici 2018, on espère avoir une reappraisal, comment on dit ça en français, une redéfinition possible, pas forcément nécessaire, mais des méthodes d'harmonisation de la bande 3.4, 3.8, parce que cette bande est déjà harmonisée, donc il faut voir si les nouveaux usages vont amener des perspectives nouvelles en termes d'harmonisation de cette bande, ou des contraintes nouvelles, ou des caractéristiques nouvelles techniques. Et puis, en termes de harmonisation de la nouvelle bande qui a été définie comme 24.25 jusqu'à 27.5 pour les bandes millimétriques ou centimétriques dans ce cas-là. Donc ça, c'est du travail qui est en cours et donc qui nous donne une bonne perspective pour établir des positions européennes intéressantes en vue aussi des travaux qui vont être faits par la CMR et qui ont été introduits par monsieur Rancy, qui nous a expliqué que entre maintenant et je pense 2017-2018, un travail important va devoir être fait au niveau de l'IUT, au niveau de la sous-commission, la commission 5, mais aussi le TG 5.1, pour définir les caractéristiques d'utilisation des bandes 5G. Donc ça, c'est du travail important qui va se positionner, se placer l'année prochaine. Et donc nous, on soutient ce travail et on espère que ça va aboutir le plus vite possible. En fait, on a été un petit peu, je ne vous cacherai pas qu'on a été un petit peu déçus, c'est peut-être pas le mot, mais on aurait préféré que les décisions sur la bande de 3.4, 3.8 viennent plutôt en 2017 plutôt qu'en 2018, tel que c'est défini dans le mandat actuel, parce que ça aurait donné aussi un signe positif et un boost pour l'usage de la 3.4, 3.8 pour les déploiements rapides de la 5G. Bon, il se trouve qu'on n'a pas pu faire mieux, donc maintenant on a ce mandat, mais c'est déjà une très bonne chose de l'avoir en place. Alors, j'aimerais bien aussi revenir sur la place que la France pourrait occuper dans cette course à la 5G, parce qu'il se trouve que la semaine dernière, j'étais en Corée du Sud et que là-bas, tout le monde est en état de marche. Opérateurs, constructeurs, équipementiers ne parlent que de ça. Il y a ces Jeux olympiques d'hiver en 2018 où ils annoncent déjà pouvoir mettre en place un matériel temporaire, parce que forcément, la normalisation n'aura pas été définie, donc... ça sera temporaire, mais j'aimerais bien avoir votre avis, Marie-Noëlle, sur est-ce que la France est bien placée, est-ce qu'on n'est pas en retard par rapport à des pays comme la Corée du Sud ou le Japon qui arrive derrière avec ses Jeux olympiques lui aussi d'été. Donc il y a déjà une compétition entre la Corée du Sud et le Japon pour faire une espèce de démonstration de force mondiale de leurs compétences en matière de téléphonie mobile. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne crois pas qu'on soit en retard, très honnêtement. Il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent. Alors, après, il y avait un peu de tendance, celle qui consiste à dire on peut tout à fait attendre 2020, 2022, il n'y aura pas forcément d'usage massif avant ce moment-là. Et puis, une poussée très forte des Asiatiques et un peu des États-Unis en disant il faut aller plus vite. Moi, je pense qu'il faut aller sur un chemin. C'est le truc le plus important, 2018, 2019, 2020, 2021 ou 2022, mais sur un seul chemin. Et je pense que comme ce sera un chemin et qui sera progressif, on n'empêchera pas les Asiatiques de lancer la 5G en 2018 pour les Jeux Olympiques. Alors, ils l'appelleront peut-être pré-commercialisation, etc. Et donc, profitons-en, c'est-à-dire qu'ils vont faire évoluer un certain nombre de caractéristiques, un certain nombre de morceaux du puzzle. Et nous, il faut surtout qu'on ne se désolidarise pas, parce que si on se désolidarise, vu qu'on n'a pas le volume qui va bien, on aura des écarts dans les normes et ça va ralentir l'intégralité du système. Donc je pense qu'il faut quand même tenir bon pour essayer vraiment que la 5G n'arrive qu'avec des usages disruptifs, parce que sinon, dans la tête de nos clients, on n'arrivera jamais à dire que c'est autre chose que la 4G. Et donc, on aura un handicap de monétisation qui sera phénoménal. Et si on a un handicap de monétisation, eh ben, on aura un handicap de capacité d'investissement et il va en falloir beaucoup. Donc, il faut faire bien attention pour que le mot 5G soit effectivement tiré vers le haut et ne soit pas banalisé. En même temps, il faut prendre ce train qui va vite et essayer d'en tirer parti pour qu'il n'y ait pas de fragmentation dans le monde.
qu'avec nos industriels, on arrive tous à bosser de la même façon. Il y aura après quand même déjà plusieurs fréquences, il y a plusieurs verticales. Il y a déjà au sein de la 5G une grande richesse qui fait qu'on ne peut pas se permettre que ce soit en plus fragmenté par des chemins différents. Donc évidemment, nous, on a déjà eu des articles qui disaient que Orange testait la 5G. Non, on ne testait pas la 5G parce qu'elle n'existe pas, mais on testait un certain nombre de fréquences pour savoir comment elle réagissait. Donc c'était pas de la 5G, il n'y avait rien de 5G dans la techno, mais effectivement, on allait chercher des bandes de fréquences différentes pour contribuer avec tout le monde aux travaux. Donc nous, on participe beaucoup aux travaux de normalisation. Je pense qu'en tant qu'acteur français, on a un des industriels les plus présents. Il faut qu'il y ait des gens des verticales qui nous rejoignent parce qu'on est très proche de leur cœur de métier, en tout cas au minimum tout ce qui est automobile, etc., pour qu'on soit plus puissant à se faire entendre. Et puis après, il faut qu'on arrive à éviter que ce soit vraiment trop galvaudé, mais qu'on colle dans un train très serré pour éviter qu'il y ait des fragmentations. Et on arrivera sur des choses qui sont probablement massives en 2020 et 2022, et sans doute pas avant. Mais on en aura déjà beaucoup entendu parler avant. Et il faut faire bien attention à ce que nos clients, B2B et B2C, vont comprendre de la 5G. Parce que quand on a après un schéma, c'est compliqué dans la monétisation, dans la valorisation de sortir de ces images. Donc il faut qu'on fasse attention. Georges Karam, votre point de vue d'industriel? Bon, en fait, je voulais juste, avant de dire où est la France là-dessus et qu'est-ce qu'il manque à faire, mais juste pour rebondir sur tout ce qui a été dit, vous avez vu quand même que la 5G, c'est tellement ambitieux qu'on peut toujours dire à n'importe qui qu'il a fait un pas, qu'il n'a pas fait la 5G, il a fait un peu de 4G. Et en même temps, l'inverse, je dirais, c'est tellement complexe, il y a tellement de choses qu'il suffit de faire un petit pas et dire j'ai fait de la 5G avant les autres et il n'a rien fait par rapport à l'ambition qu'on a mise. Donc c'est sympa parce que ça fait tout le monde peut être heureux à la fin d'avoir dit qu'il a fait de 5G et tous les autres qui n'ont pas fait, ils peuvent dire mais il n'a rien fait et ils peuvent être heureux aussi. Donc la situation, elle est vraiment telle que c'est. D'ailleurs, vous avez vu quand même dans le standard, quand on a parlé, on commence à définir une ambition où on parle de 3 axes, que ce soit le truc critique, les réseaux critiques, que ce soit les massive MIMO, les massive objets connectés, les objets connectés massifs. Et tout ça s'est mis aujourd'hui un peu, je dirais un peu côté standard, un peu de côté. On n'a presque pas d'idée comment le faire évoluer de la 4G, parce que déjà, on n'a pas fait le boulot en 4G, parce que le IoT en 4G, il vient d'être défini, il n'y a aucun réseau qui existe au monde. Ça va démarrer aux États-Unis autour de CES, on va en entendre parler. Ça commence au Japon, en Asie. Donc il y a quand même des petits pas qu'un technicien comme moi pourrait les appeler du 4G. Et si je veux faire le marketing comme moi aussi, je les appelle 5G aussi. Donc si vous voulez, il faut faire attention à cet aspect-là. Donc pareil, quand on a parlé de la bande de fréquence, on peut dire faire de la 3,5 gigas, c'est de la 5G. Or, moi, j'ai fait plein de déploiements 3,5 gigas dans tous les pays émergents en 4G. Donc, je dirais, il y a plein d'aspects techniques qui permettent qu'un homme de marketing de positionner ça comme il a envie de faire. Et bien entendu, après, est-ce qu'on vendra de la 5G? Est-ce qu'on monétisera cet aspect des choses ou pas? Pour revenir un peu à la France, donc finalement, pour moi, la première question que je me pose, est-ce qu'on est vraiment à l'heure là où on doit être en 4G? On ne l'est pas. Donc on est quand même en retard en 4G. Il faut vraiment le reconnaître, même si on a fait beaucoup de choses. Quand on se positionne par rapport aux autres pays au monde, où les couvertures de 4G, il est presque partout, bon, en France, on a quand même du chemin à faire, pour ne pas dire en Europe. Donc déjà, de point de vue déploiement. Maintenant, moi, mon idée, c'est de dire, le but du jeu, c'est d'accélérer, d'aller dans la 4G sur le chemin qu'il faut d'ailleurs un peu le concentrer pour savoir c'est quoi dans cette offre 5G, dans cette ambition 5G, le premier milestone, les 2 premiers milestones qui permettraient de vraiment d'offrir quelque chose supérieur par rapport à la 4G ou un step significatif par rapport à la 4G qui permet d'avoir des business models qui tournent, qui permet d'avoir une économie qui profite de ça globalement. Et de le faire sur ce chemin et de mettre tout le paquet derrière pour le faire et de sortir quelque chose qui est autre chose qu'une démonstration technologique en fait là-dedans. Mais en même temps, de point de vue industriel, en fait, parce qu'on a parlé quand même un peu des opérateurs et comment déployer, il faut aider. Donc il y a évidemment la partie réglementation qu'il faut libérer les fréquences, faire tout ça pour que vraiment qu'on ne soit pas à la ramasse et que la France puisse avoir de la 5G le plus vite possible pour que toute l'économie en profite.
Mais je regarde un peu du point de vue industriel, un peu, et là, que ce soit la France ou l'Europe, si je veux élargir un peu, on est quand même, on était le leader de la 2G. On a inventé la 2G. Si je me présente, je parle un peu de l'innovation en fait. Donc on a inventé la 2G en France. On n'a presque rien fait en 3G, rien fait en 4G. À la fin même, on a perdu le déploiement. On était leader en déploiement 3G, si j'ose dire. On n'est même pas leader en 4G déploiement. Donc on perd aussi bien côté innovation pour être le leader de la techno que de l'usage et de pousser ça. Et ça, c'est un vrai problème. Et on peut regarder ça et dire, bon, c'est foutu, quoi. Il y a quelqu'un d'autre qui le fera. Mais en fait, c'est hyper positif de l'autre côté, si vous regardez, parce que finalement, ça ne s'arrête pas. Et si on parle de 5G, je suis sûr que même les ambitions de 2025, on n'aura même pas fait la moitié de tout ce qu'on a dit en 2025 de la 5G. Si on pousse ce rêve à faire tout ce qu'il y a à faire, il y a beaucoup à faire. Donc quand on dit il y a beaucoup à faire, c'est génial pour celui qui est en retard, puisqu'il peut sauter sur le train et devancer tout le monde, puisqu'en plus, il a les mains libres, parce qu'il n'a pas beaucoup de choses avant, donc il peut mettre tous les moyens pour y arriver. Donc moi, je pense que c'est vraiment un axe stratégique pour la France et pour l'Europe. Et le gouvernement, évidemment, la Commission, en fait, l'Europe en général, doivent mettre ça un axe prioritaire parce que c'est porteur pour l'innovation, porteur pour nos industries et évidemment développer la conséquence qui sera de cet usage pour l'économie. Donc vraiment, je suis pour dynamiser l'innovation autour de la 5G. C'est très très important pour nous. Offrir la réglementation, je dirais libérer la réglementation pour faire ça, mettre vraiment une priorité sur ce 5G. Rien que si je parle côté IP, hein, la propriété intellectuelle, rien qu'un axe comme ça, il ne faut pas qu'on se retrouve avec la 5G où la France ou l'Europe n'a que 5% de propriété intellectuelle dans la 5G. Et finalement, qu'on finisse par payer tout ça à des factures en dehors de l'Europe, à d'autres gens. Donc il y a beaucoup à faire et ce n'est pas compliqué. On a le savoir-faire, on a les ingénieurs, on a les bonnes écoles, on a les industriels. Il suffit simplement de donner de la priorité, donner une vision et mettre les moyens derrière de point de vue politique pour que tout le monde puisse avancer, en commençant par ce que c'est la 5G, quelle est la techno qu'il faut définir et les brevets de la 5G, jusqu'aux start-up, PME et grandes entreprises européennes qui développeront de la 5G dans toute la chaîne du réseau jusqu'au device, jusqu'à évidemment les opérateurs qui vont être les leaders mondiaux là-dessus. Et peut-être un élément là-dessus, on est assez mauvais en France et en Europe là-dessus, c'est de jouer un peu de temps en temps un peu cet aspect marketing qui évidemment les Coréens ils sont très forts avec ça, donc ils vont prendre un milestone international que tout le monde regarde, ils vont mettre une date et que tout le monde pousse pour le faire, pour faire une démonstration. Les Américains font ça de temps en temps aussi. Et ça n'empêchera pas qu'on peut faire des choses comme ça en Europe aussi ou en France, de dire, je sais pas, n'importe quel enjeu et de décider qu'à telle date-là, on va déployer une ville. Ça a été dit avant. Donc c'est des choses bien parce que ça permet de fédérer l'industrie, de dynamiser tout le monde derrière pour que les acteurs français et européens soient eux-mêmes les acteurs qui peuvent apporter ces technologies. Stéphane Piot, puis après Ulrich Reyfus, est-ce que vous pensez que l'Europe peut faire plus que peser dans le débat et même prendre le leadership ? Oui. Alors effectivement, pour compléter ce que vient de dire Georges, mais si on prend un peu de recul, il faut quand même aussi reconnaître que la 2G était un succès. Je pense que la 2G était un véritable succès, que l'Europe était véritablement moteur. Comme vous l'avez dit, Georges, sur la 4G et la 3G, on est probablement un peu en retard et c'est plutôt les États-Unis et puis le continent asiatique qui a été assez fort. Probablement aussi, notamment pour les États-Unis, parce qu'il y a eu un saut technologique, ils étaient en retard sur la 2G et donc ils ont sauté directement à la 4G. Donc pour moi, rien d'alarmant. Effectivement, il faut qu'on rattrape un peu notre retard. La 5G, c'est une véritable opportunité. Effectivement, il faut y aller. Il faut non seulement monter dans le train, mais essayer de le mener. La France est petite. Hein. La France, si on prend les grandes masses, c'est 3% du PIB mondial. Donc forcément, la France ne pourra pas entraîner le monde. Néanmoins, la France, c'est 15% de l'Europe. Et l'Europe, c'est 25% du PIB mondial. Donc il y a vraiment un effet d'entraînement qui est jouable si on arrive à se coordonner au niveau européen. Au niveau français, alors sans vouloir lancer des fleurs, mais voilà, M. Brégan, M. Rancy sont des experts qui sont connus, qui sont reconnus au niveau européen, mais
aussi et surtout au niveau mondial. Donc il y a vraiment cet effet d'entraînement. La France peut pour moi vraiment entraîner l'Europe, et encore une fois l'Europe a vraiment sa place pour essayer de cadrer les débats, essayer de mener cette standardisation. Encore faut-il que l'Europe arrive à se coordonner, à coordonner les différents desiderata des différents pays membres. Il y a le plan d'action, effectivement, que vous avez mentionné, qui a été publié il y a quelques mois de cela, qui est très intéressant, qui essaie d'articuler, qui essaie de coordonner ces différentes initiatives avec des dates de lancement. Tous ces points-là sont très intéressants. Maintenant, il faut les mettre en pratique. Ulrich Rehfuss. Yeah, I also think that Europe and France can do more. There are 2 of the 3 big suppliers headquartered in Europe still for networks. So I think we generate quite some IPR in this context. But we are certainly suppliers to global market, and we have a view on where really big investments happen and where investments are much smaller. So I think network investment in Europe really is an issue. There are probably things on the political side. Also when it comes to frequency auctions, for instance, where in some auctions we have observed that there was more a goal to maximize the revenues from the auctions rather to look at the overall benefit to the economy. Whatever is extracted as capital in auctions is not available for network investments anymore. I think that's a very simple equation. But it's also about really, the courage to take all these investments, to have visibility then on return on these whether it is more in this evolved mobile broadband space, where in Europe I think we very much have this expectation in the market that for an even shrinking ARPU, there needs to be more and more data every month or every year, whereas in other markets, in the US for instance, people pay per gigabyte, as we in Europe pay for the liter of fuel or the cubic meter of water at home or any other utility, but somehow in data we expect we get on a flat rate more and more every month. I think this doesn't work well in restaurants either. The quality of the service, if there is a flat rate, certainly is less than if people are ready to pay incrementally for incremental benefit. So I think this investment side really is the probably biggest issue. So on the frequency side, which is my spectrum policy domain, I see we are on a pretty good way forward. Lots of work to do, but the train is running in the right direction. On the investment side, there are things to do very clearly. Bernard Barani, peut-être que vous pouvez avoir le dernier mot sur ce sujet. Mais finalement, est-ce que les questions qu'on se pose et les débats qu'on a aujourd'hui en Europe et en France sur la 5G, est-ce qu'elles sont en décalage avec les questions qui peuvent se poser d'un point de vue international ? Je dirais pas qu'elles sont en décalage, mais il y a un très grand nombre de questions qui aujourd'hui méritent d'être posées et n'ont pas forcément de réponse. Et c'est aussi l'objet du plan d'action, d'essayer de fédérer une vision européenne autour d'un certain nombre de réponses sur des sujets qui sont importants. Premier sujet, on l'a vu, c'est les fréquences. Donc le plan d'action mentionnait précisément un calendrier pour avancer sur la définition des bandes pionnières en Europe. Et ce calendrier, pour l'instant, il semble être respecté. Le deuxième aspect, c'est l'aspect trial, démonstration, pilote, qui est à notre avis relié aux questions de standardisation. Si on regarde aujourd'hui ce qui se passe dans les organismes de normalisation, notamment 3GPP, l'Europe est présente. Il y a un grand nombre de contributions qui viennent d'acteurs européens. Donc ça, c'est un signe intéressant. Mais les initiatives motrices qui suscitent les débats autour de la normalisation sont les initiatives motrices qui viennent des États-Unis ou d'Asie. Donc aujourd'hui, le débat au niveau de la standardisation, il est vraiment centré autour des acteurs qui ont des initiatives pré-commerciales ou commerciales dans les cartons qu'on n'a pas en Europe, malheureusement. Et c'est pour ça qu'il nous semblait que, pour revenir encore à l'histoire de la bande de 3.5 GHz, si on avait une approche très rapide et très claire sur la bande 3.5 GHz rapidement, ça pourrait susciter des initiatives industrielles de déploiement dans cette bande qui permettraient aux acteurs européens de peser dans les enceintes de normalisation peut-être plus que ce que c'est le cas maintenant.
Autre point, comme on a énormément, tout au moins de notre point de vue, mis l'accent sur la 5G au service des industries verticales et au service d'un certain nombre de secteurs industriels clés comme l'automobile, la santé, l'usine du futur, etc. Comme disait Madame Lavessière, il est important que dans ces discussions de normalisation, ces secteurs soient présents. S'ils ne sont pas présents, ça va être difficile de les convaincre que les technologies sont adaptées à leur business model ou à leur futur. Aujourd'hui, ce n'est pas trop le cas. Le premier workshop qu'il y a eu au 3GPP en septembre 2015 pour donner le coup d'envoi des travaux de normalisation, il y avait un manufacturier automobile dans la salle. Malheureusement, il était japonais, c'était Toyota. Pour le reste, il n'y avait que des gens du secteur classique de l'ICT. Et il y a des bonnes raisons de croire que ça va continuer comme ça. Donc nous, on essaie de mettre en place au niveau européen des partenariats et des enceintes de discussion entre les acteurs économiques des différents secteurs. C'est ce qu'a commencé à faire le commissaire Oettinger, notre commissaire Günther Oettinger, en septembre dernier, lorsqu'on a annoncé l'initiative voitures connectées et automatisées ou autonomes. Donc ça s'est fait le 30 septembre au Salon de l'Auto, où on a annoncé une initiative commune entre le secteur automobile et le secteur des télécoms pour essayer de voir comment on pouvait progresser dans ce domaine. Mais il y a encore énormément de choses à faire et les acteurs du marché nous disent vous devez être plus actifs pour susciter les partenariats avec d'autres domaines, la santé. Et là, le public, à mon avis, a un rôle à jouer parce que si on considère que la 5G dans le futur va non plus se déployer va se continuer à se déployer sur une base classique de fournir des services large bande comme ça a été le cas aujourd'hui. Donc c'est une perspective consommateur avec des investissements privés derrière. Et si au-delà de ça, on pense que la 5G va se déployer pour des problématiques sociétales de type l'automobile, les transports, la santé, l'environnement, l'énergie, à ce moment-là, le secteur public devrait avoir son mot à dire et devrait être un des intervenants clés. Et donc, là, il y a aussi énormément d'énergie à fédérer au niveau des secteurs publics pour qu'on ait des approches communes pour le déploiement de la 5G en Europe, parce que ça touche à des problèmes comme les villes intelligentes, les smart cities et tout un tas de secteurs sociétaux qui n'étaient pas nécessairement dans le back of their mind ou dans l'esprit des gens lorsqu'ils ont standardisé ou lorsqu'ils sont allés vers la 4G. C'était peut-être moins prégnant. C'est venu après avec les problématiques narrowband IoT, ce genre de choses. Donc on considère que la 5G, c'est une opportunité énorme pour l'Europe parce que, encore une fois, on a la possibilité de créer des partenariats critiques, quels que soient les secteurs industriels qu'on considère aujourd'hui, dans quelques domaines que ce soit. L'Europe a des champions mondiaux, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'automobile, que ce soit même dans les usines de la robotique, etc. Donc il y a un véritable savoir-faire, il y a tout un tas d'industries sur lesquelles on peut s'appuyer pour essayer de catalyser les usages et essayer de catalyser cet essor de type B2B de la 5G. Et c'est vraiment là, à mon avis, qu'il faut faire un effort important entre les pouvoirs publics, l'industrie, et puis essayer de faire en sorte que tout ça ait des retombées après au niveau des organismes de normalisation, au niveau des organismes de décision d'attribution de spectre, et au niveau de la manière dont on va attribuer le spectre et sous quel type de conditions de licence. Alors, on pourrait continuer à parler de la 5G pendant des heures, mais malheureusement, on est contraint par le temps. Donc, c'est là que va s'achever notre première table ronde. Je vous invite, merci à tous, je vous invite à retrouver vos places. On va maintenant passer à... Je vais maintenant accueillir Philippe Marnik. Donc vous êtes président du Radio Spectrum Policy Group et vous avez aussi travaillé à l'Ofcom, donc l'équivalent de la NFR pour les Britanniques. Donc vous avez une vision également d'expert sur la gestion du spectre au niveau européen. Donc je vais vous laisser intervenir maintenant sur la perspective européenne des enjeux de la gestion du spectre en tant que facilitateur de l'innovation. Good morning, all. I now apologise. I'm now going to speak in English. My French is unfortunately not good enough to speak to you. I had some slides, but I don't know where to find them. But hopefully, magic, they will turn up. Yes, there we go. Thank you. So, first of all, I'd like to thank
ANFR for inviting me to speak. It is a great privilege to actually come and speak here in France about spectrum. I took over running the RSPG from Gilles, who actually set it on a great direction to help us start to work together better, start to work together faster, to innovate and do things. Spectrum is key to innovation. The world we live in, everything uses radio. Every one of you is sitting here playing with your phone. Some of us were sitting with our headphones on, again wireless. We travelled here today by cars which are now guided by radio to tell us where to go because we've forgotten to read maps. So the GPS system tells us what to do. For those of us who have travelled on trains, the train was controlled by radio. We live in a world which innovation is based on radio. It is quite strange then, the unit we use, the Hertz, is named after a guy who discovered radio, but decided there was no commercial application for it, but a very nice science experiment. Sometimes, I think when we talk about spectrum, we continue to talk about science experiments, when actually what we're talking about is the foundation of most businesses and most of our economy. So for us to work together is key. The RSPG brings together all of Europe's spectrum managers. We are the people who at the national level manage spectrum, decide policy, and look to do things together. By working together across Europe, actually, we can do great things. So this is policy. We're also the people who have the vast quantity of resource that goes to CEPT and ITU to deliver the technical realization and implementation of those policy decisions. So when people talk about speed, we are the people with the resources who can actually make this go at the speed we think is right to try and deliver for the economy. Our job is to bring together Europe to make it work together nicely, but to advise the Commission, the Parliament, and the Council on spectrum matters as well, to try and drive things. 5G was a great example of how we collaborated together to do things quickly. There was a lot of talk. If you've spoken to anyone last year, the answer to 5G was 28 gigahertz. Why was it 28 gigahertz? Some American company happened to have that bit of spectrum. Some manufacturers started developing equipment because trials wanted to happen. As we heard, Japan and Korea decided they had massive events and therefore wanted to deploy 5G to support those events. Innovation driven by the market, needs for spectrum driven by demand, need driven to deliver. In Europe, we have to make sure that spectrum is not an inhibitor to the deployment of services. Whilst it is something that's key, we need to make sure it's there to enable the market to do what the market needs to do at the time it wants to do it to deliver those things. We also need to recognize not only do we live in a European market, but we live in a very connected global world. So for us, when we look at the spectrum bands we need, it's no longer the regional bands we started from when we looked at 1G and 2G and 3G, but actually, how can we get global harmonization to enable the global market to work? So one of the things we wanted to do clearly was try and set the priority for what Europe thought the right bands were in spectrum to deliver. We looked and saw what is the problem we're trying to fix. It is not a problem where you need 1 millimetric band or one band down here. It is a problem where many new applications will come about and need the spectrum to deliver 5G. It's something where 5G needs to be delivered to every person in the country. It is not something where the digital divide can come into play. So you need a spectrum that can go deep into buildings, but deep into the countryside. We needed spectrum that can deliver the high frequency, really high speed, low latency services. We needed something that can deliver this everywhere
for all the applications at the bandwidth we needed. So we looked at 700 megahertz. 700 megahertz gives us the depth. The band 3.6 to 3.8 had been harmonized in Europe for mobile for a long time, but never actually used very much. It's used by fixed wireless in various places. It's used by satellite and others, but not particularly used for mobile. There is, in fact, one mobile, but that's about all. So it was a band that had 400 megahertz of spectrum. But it's also a band used by other things which are also very important. It's used by satellites, particularly in areas of rain, to deliver TV. It's used to get things from distant parts of the world back here to Europe because of the propagation characteristics coming from the satellite and the various scenarios that come into play. It can be used in those sort of things. So it's a key band. It's already deployed. So it's one of the challenges of how do we make these things work. Then we looked at millimetric waves. We've looked at a number of bands, and more bands will be needed in the future. But what we wanted to be able to do is ensure that by the time people wanted to do something in 2019, 2018, 2020, whatever the time frame people talk about, that we in Europe had actually found a band that we could put effort behind to get it through. It is also key for us to see that we can get a band that can actually be reasonable to achieve global harmonization. And also, when we go to WRC 19, that actually we've done so much work in advance, we've all talked to everybody, it's a foregone conclusion that this is the start band for 5G. That's quite key. You need to find something that resonates with both ourselves and with others to make that happen. That is important for us. Because what we don't want is the 4 weeks of WRC in 19 all fighting over what the answer will be. We'll find many more and people will have lots of discussions, but actually we need to do the groundwork today to make that happen, and that's where we're trying to set it. We also know that in this band, there are other services that exist there today. There are military satellite links. There's Earth observation satellites, which make sure we understand how crops are being done, where floodwater is, and other important services that we as society require, actually use it as a downlink band to drop all their information as their satellites whiz around the world to do it. There's lots of fixed links. Fixed links are important because they're the backhaul from the cell sites to enable the traffic generated at the front to get to the back and actually be delivered, and the internet to be delivered where it is. All of these things are important in the ecosystem to make it work. So for all of us, when we look at this, we all put our national hats on, we all understand what's going on, we all look to see how we can make it work, and when the answers we produce is an answer that we can all buy into and then all deliver to actually enable the service to go. It's no use sitting there and saying the right answer is X, and then actually most of the countries really, really struggle for many years to try and make sure X can be available. We need to work together to see how that can be done. There is, however, much more to be done in 5G, so that's the easy bit. I've now personally told my resources in CEPT that they will deliver and make it work, and I will put more resource in there from the UK to make that happen. And the others in Europe are doing the same, because we are committed to make this work, to make this happen. We're doing the same at the ITU level. But the more bits we need to do are, when we talk about 5G, we talk about new services. We talk about motor cars driving along the road. We talk about factories with robots doing things. We talk about health services and others. The question we ask ourselves are, whilst these might use 5G technology, is it the mobile operator of today who delivers all those services? Does the robot have its SIM card in it and someone sells us a package of 50 gigs of data? Or actually, is it something where we have to facilitate inside the factory or inside the industrial complex that that spectrum can be used to enable the services to be delivered in a way that works? When we talk about automated cars and self-driving cars, how do we facilitate it so it doesn't stop at the border? How do we facilitate it so it can drive across Europe or drive, as one person said, all the way from Shannon to Vladivostok without having to stop? It is a bigger world that we need to live in. Again, when you look at that, which bit of that is mobile? Which bit of that is provided by the highways authorities?
which bit of it is provided by others. How can we ensure that spectrum is available to enable those services to be delivered in the way it needs to be made available to do it? All of these things we need to think about when we need to think about how we allocate spectrum, how we deliver it to the market, and how we make it there. We also, how can it actually be delivered to the market? We have originally delivered 800 megahertz, and everyone says, oh, there's real problems. We're in the process of 700. And as Gilles told you before, in France, at a certain day, everybody switched from one type of television to another. Lots and lots of work takes place across many years. Many people are climbing very big towers. Massive engineering projects are in place to enable this to happen. Millions of euros are going in to changing the television system to enable bits of spectrum to be taken away and delivered to the mobile market. These are big engineering projects. They're not the sort of things that somebody sitting at a desk somewhere says happen, and magically across these things happen. One of the things we need to ensure is we understand the idiosyncrasies and the histories of the markets to understand how bits of spectrum can be made available at the time they're needed, and that's when we work together we can get there. For me, collaboration is always key. Working together between the member states to actually make this happen is the thing that will enable us to succeed. Europe is phenomenally strong. Our individual member states are very strong. The last panel asked where France was. France is a very big player. France goes into the WRC and actually is able to leverage its position with all the Franco-speaking parts of the world and others to make these things happen. We're a little bitty country in the UK. We have a slightly different perspective, but actually working together, we come from a different angle and look at these things in a slightly different way to push these things through. For us to be successful in spectrum management, we need to collaborate. We've already heard from Francois. At the ITU level, we as countries, we as the member states, we as Europe, have worked together for over 100 years to make spectrum work, to make it harmonized, to make it global. Great example of why this is important. When the Titanic sank, it sent a signal message. SOS wasn't the message at the time. It sent a message called CQD, come quickly, danger. But that message is only useful if other people happen to be listening to that bit of radio frequency to enable them to hear it, to enable them to do something about it. That's the basics of why harmonization is important, because actually we need to do some things in the same places to enable those things to work, to enable those things to happen, to enable it to happen. So for us, we together in Europe not only need to work together to develop what we can do here, but actually then see how we can leverage our strength and our position to persuade the rest of the world to actually get the right answers to do it. That, for me, is key, to position ourselves to get there. Collaboration makes this happen. We here understand the difficulties everyone else has, then we put that on the bigger stage to make it happen. It is key. 5G will be successful if we can get global harmonization. It will enable the manufacturers to manufacture equipment that works right across the world in very complex things. It will enable solutions to be put into devices that go in your fridge, that go in your washing machine, that go in other other home applications. All of those things are global markets. All of those things need to have single solutions. All of those things need to be cheap, because unless they're cheap, no one can afford to do them. And that means they need to be straightforward and simple. The RSPG continues to work on 5G as I outlined. We also continue to work on IoT and ITS. Those two things are always interesting and different. If I speak now of 5G, everyone will tell me 5G will deliver the Internet of Things. It is the answer to everything you could ever dream of. But actually, there's many applications that will work on 5G. There's many other applications in the Internet of Things that might need specialist networks. Things that switch our electricity grids on and off, things that switch some of the other services on and off, they may need to be provided on dedicated networks. So for us in RSPG, we're looking at IoT, at the spectrum aspects of doing that. What is needed is anything needed to enable it not only to be delivered in a mobile way, but to deliver in other ways for the services that need it. We're also looking at ITS.
ITS is another one of these services that's been around for ages. I had a long discussion with the FCC, who've also used 5.9 gigahertz to deliver ITS, and they're just rolling it out after how many years, I don't know, of allocation of spectrum, but they're getting on with it. But for us, ITS is part of connected cars, part of other things, but it's also part of information to your car. How do we make sure that we've got the right spectrum for that? How do we make sure, as part of what was called the jigsaw before, fits together to actually make those things together? We have some documents out at the moment on ITS and IoT. We'll be very grateful if people wish to respond to those on the opinion documents. I think they're open until the early part of January, so any responses gratefully received, and we can take it on board. The other thing in the RSPG we want to be able to do is actually engage with you, engage with stakeholders. It's great the spectrum regulators all sitting there knowing all the right answers and then coming down from wherever we are with the answer. But actually what we need to do is make sure we engage with industry, engage with the stakeholders to ensure that actually what we're doing fits where the people are going. So one of the things I've tried to do, actually built on Gilles' press conferences, is actually have more stakeholder events where we engage with stakeholders and actually do it in a way where we don't just present things and everyone only sits there and sagely nods, but actually engage in debate, to get people to challenge, to get people to question themselves. Because everything we do in spectrum advantages one market, disadvantages another at different points, at different times and different things. We need to make sure we understand the interaction. And more importantly, we need to make sure that all of the stakeholders understand where things are going and why, so therefore people can build on a very sound foundation. Thank you very much indeed for your time. Merci Philippe Marnic pour votre intervention. Nous allons maintenant procéder à une pause d'environ 20 minutes, donc je vous invite tous à gagner le hall pour vous rafraîchir.